Alors bonjour, bienvenue pour le premier Webirisque sur le zonage dans le cadre du risque rocheux. On est ensemble aujourd'hui jusque 12 heures environ. C'est un webinaire organisé avec INRAE et Géolith. Pour ceux qui ne connaissent pas en deux mots, IRISC, c'est une communauté ouverte de travail et d'échange, donc propice au développement de projets R&D dans le domaine des risques naturels gravitaires. Et dans ce cadre, donc, IRIS travaille sur la construction d'une offre de services et d'innovation dans le domaine des risques naturels. Lors d'un des groupes de travail, la communauté a donc décidé de lancer cette chaîne de connaissances, WebIRISC, qui a pour vocation donc, de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Voilà, donc pour ce webinaire, nous avons donc 3 conférenciers, Nicolas Ecker de INRAE, Franck Bourrier de INRAE et Camille Alvax de Géolith. Je vais leur demander de prendre la parole, de se présenter en un mot. Nicolas, tu peux… Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Eckert. Donc, je travaille à INRAE sur les risques en montagne, avec plutôt une approche statistique et probabilité de quantification du risque. Je ne suis pas complètement un spécialiste du risque rocheux, mais je vais essayer de vous parler de quelques éléments un peu génériques sur le zonage. Merci. Franck ? Bonjour, moi je suis Franck Bourrier, je suis également chercheur à INRAE, comme Nicolas. Moi je suis spécialiste de la modélisation des chutes de blocs, à la fois l'aléa de propagation et à la fois les ouvrages de protection. Merci. Camille ? Bonjour à tous, Camille Alvax. Donc, je travaille chez Géolith depuis une quinzaine d'années. Je suis géologue et je travaille principalement sur des études de sécurisation contre les phénomènes d'éboulement rocheux sur des enjeux bien spécifiques. Voilà. Ok, merci. Alors, juste avant de commencer les présentations, donc vous avez 3 outils pour communiquer avec nous. Il y a discussion, lever la main et QR. Pour les questions avec donc Nicolas, Franck et Camille, privilégiez le QR, c'est beaucoup plus facile pour nous pour lire et voir les questions. Et vous pouvez aussi lever la main, ce qui me permettra de vous donner la parole voilà, pour des échanges plus sympathiques. Voilà, donc je rends la main à Nicolas. Bon, bah là, donc, comme je vous l'ai dit avant, je vais vous donner quelques éléments un peu généraux sur le risque rocheux et le problème du zonage. Tu peux passer. Donc, le zonage, il y avait ça dans le titre du webinaire. Donc, il faut savoir qu'à la base, c'est un terme d'urbanisme et c'est un sens assez strict qui est le découpage de l'espace en zones. Donc, il y a bien ce terme de découpage qui est important et généralement, c'est fait dans une optique réglementaire ou au moins de planification. À chaque zone, on a sorti des prérogatives particulières. Donc, ce zonage, on le trouve à des échelles spatiales très variées. Donc, ici, j'ai mis le zonage sismique. Donc là, c'est pour toute la France. Ou à l'échelle beaucoup plus fine dans les plans d'urbanisme. Donc, ici, un extrait du PPR de la ville de Tarbes. Donc, dans le domaine des aléas naturels, ce zonage, c'est un outil de mitigation très important qui est institutionnalisé depuis la loi Barnier, qui est dite relative au renforcement de la protection de l'environnement. Et là, il y a souvent le glissement vers la notion de zonage PPR. Et donc, effectivement, tout ça, ça nous dit que finalement, autour du concept de zonage, il y a beaucoup de glissements sémantiques et de confusion. À la fois en termes de risque et d'aléas, et également de confusion entre la notion de zonage et la notion de cartographie. Donc, on va essayer de rentrer un peu là-dedans. Tu peux passer, Margot. Donc, en termes de contexte, effectivement, nous, on travaille sur des régions montagneuses, ou en tout cas pentues pour ce qui est du risque rocheux. Donc, ça veut dire qu'on a un problème d'espace limité et de pression foncière avec une exposition à différents phénomènes dommageables. Dans un PPR, on a un rapport qui décrit les phénomènes observés du passé et souvent une cartographie des phénomènes, des aléas, parfois une cartographie des enjeux et jamais du risque.
Ensuite, on a une carte du zonage réglementaire qui est au 10 millième ou au 5 millième et un règlement. Donc, la carte de zonage, on a un exemple sur la figure que je vous ai donnée, elle comprend finalement différentes couleurs. Une zone en général rouge, où la règle est l'inconstructibilité, au moins théorique. Après, il y a évidemment des exceptions quand on va regarder plus finement dans la pratique, mais en théorie, normalement, zone rouge veut dire pas de construction. Zone bleue veut dire bâtiment renforcé, prescription d'urbanisme. Zone blanche, pas de restriction. Et parfois, on a des zones supplémentaires. Alors, sur la carte que je vous donne, qui est un zonage par avalanche, on a une zone verte qui correspond à des fonctions de protection. On a également maintenant des zones jaunes qui correspondent à de la gestion temporelle, c'est-à-dire des endroits où on peut faire de l'évacuation ou de l'interdiction temporaire d'accès. Voilà. Donc, ce qui est important quand même ici, c'est que le zonage, c'est bien du découpage avec des bordures précises. Oui, Margot, tu peux passer. Donc, quelques hypothèses plus ou moins explicites inhérentes au zonage PPR. Donc, normalement, le zonage se base sur le risque individuel, c'est-à-dire qu'il inclut à la fois l'aléa et un niveau de dommage pour un enjeu type, qui en général est un bâtiment d'habitation. Et effectivement, on considère le risque pour une personne qui se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ça explique pourquoi, effectivement, le zonage PPR, il ne protège pas les personnes qui sont à côté de leur bâtiment et il ne protège pas non plus les personnes circulant dans les véhicules, par exemple. Et effectivement, on délimite ensuite les zones sur la base d'un niveau de risque considéré comme acceptable, c'est-à-dire, finalement, pourquoi il est considéré comme acceptable? Parce qu'à partir du moment où cette règle est acceptée, finalement, ce risque, il est implicitement accepté par la société dans son entièreté. On dit bien implicitement, on ne regarde pas en pratique ce qu'il en est réellement. Donc, en guise d'exemple, les deux photos, donc on voit bien que la première, alors soit c'est fortuit, soit c'est effectivement très bien fait. On peut supposer que la personne qui aurait été juste devant sa maison, elle aurait été écrasée. Celle qui était dans la maison, elle a peut-être une bonne chance de survivre. La photo du bas, au contraire, soit on était dans un zonage particulièrement mal fait, soit effectivement on était dans le cadre de phénomènes qui étaient considérés comme suffisamment exceptionnels pour que ce risque soit explicitement toléré. Donc la notion du zonage PPR, elle marche bien pour des aléas récurrents, c'est-à-dire qui se reproduisent un peu comme ils se sont toujours produits. On a des difficultés à la fois conceptuelles et pratiques si les phénomènes ne sont pas stationnaires dans le temps, et en particulier si les aléas émergent. Tu peux passer. Donc, en théorie, le schéma du zonage, il est très clair. Normalement, on devrait d'abord produire une carte de l'aléa, à comprendre comme la cartographie multivariée complète de l'aléa, c'est-à-dire en tout point de l'espace, on devrait être capable de donner une fréquence, une distribution des intensités, des volumes, etc. Sur la base de cette cartographie de l'aléa, on devrait pouvoir obtenir une carte du risque individuel, c'est-à-dire qui combine en tout point de l'espace l'aléa multivarié avec la susceptibilité au dommage pour une personne dans un enjeu type. Et ensuite, sur la base des risques individuels obtenus, finalement découper en zones ce qui sont assortis à chacune de prérogatives spécifiques, allant de l'inconstructibilité totale à l'absence de restriction. Donc, les deux premières étapes, je pense qu'elles vont être abondamment développées dans les présentations qui viennent. Je vous en donne juste une illustration ici, donc sur la zone de Kroll, donc une cartographie des aléas en termes de période de retour. On en déduit une cartographie du risque rocheux en termes de personnes, en termes de bâtiments détruits moyens par an en fonction de l'espace. À ma connaissance, pour le risque rocheux, on passe très peu en termes de risque individuel pour les bâtiments, pour les personnes à l'intérieur des bâtiments. Donc, je vous ai mis ici un exemple pour des avalanches où on donne bien des taux de décès en fonction de la position dans un couloir d'avalanche. Donc, ici, c'est une vision 2D. Donc, par la suite, effectivement, moi, je vais voir plutôt je vais parler de ce problème de découpage. Donc, à partir de ce schéma clair théorique, en fait, on se rend compte en pratique qu'on a des vrais soucis parce qu'en général, effectivement, la carte de risque individuelle, elle est non donnée dans les PPR. Elle est peut-être probablement même jamais calculée.
Et effectivement, on a des approches qui sont dites aléas-centrées, où on passe directement de la cartographie des aléas au zonage via ce qu'on appelle une matrice de passage. Alors, je vous ai mis ici l'exemple de la matrice de passage qui est dans le guide PPR Avalanche. Et effectivement, on voit que c'est souvent de véritables usines à gaz, où on a finalement différents niveaux d'aléas qui vont correspondre à une même zone en fonction de croisement entre intensité, fréquence, présence ou non d'ouvrage. Si on voit dans le détail, on a également des confusions fréquentes entre des aléas qui sont exprimés en termes probabilistes et des choses qui sont plus des références déterministes. Et là, à mon sens, on se rapproche pas mal de ce qu'il y a dans les eurocodes en termes de méthodes dites semi-probabilistes, où en fait, on classifie toutes les choses où on ne sait pas trop bien mettre entre ce qui est du domaine du probabiliste et ce qui est du domaine du déterministe. Merci. Margot. Donc, je vais quand même essayer de vous donner quelques idées sur comment on peut faire un zonage. Donc, effectivement, comment on peut découper. Donc, sur la base de seuil défini par la période de retour. Donc, effectivement, j'ai mis un concept séduisant mais insuffisant. Parce que séduisant, pourquoi? Parce que c'est une référence normative qui, à la base, est indépendante du phénomène, mais qui pose des tas de problèmes pratiques. Déjà, le fait de sa non-unicité pour un aléa multivarié. Le fait, comme je vous l'ai dit avant, qu'il n'y a pas de considération explicite des enjeux si on seuille sur la base de la période de retour ou de l'aléa en général uniquement. Et puis, plus grave sans doute, si on va regarder dans le détail, si on prend les périodes de retour telles qu'elles existent dans les documents réglementaires, si on fait un zonage strict sur la base de ces périodes de retour et qu'on les calcule exactement, et en général, finalement, on se rend compte que les niveaux de risque individuels qui sont derrière, ils sont beaucoup trop élevés, quoi. Donc, en fait, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'en général, les périodes de retour qui sont affichées sont très considérablement sous-estimées, ce qui fait qu'il y a une compensation pratique des choix réglementaires qui sont faits. Tu peux passer. Une approche, à mon sens, plus propre et plus simple, c'est finalement effectivement de découper sur la base de seuils d'acceptabilité standard, la carte de risque. Alors, ces seuils d'acceptabilité, on les trouve par référence au rythme routier, par exemple, ou au taux de décès moyen que subit malheureusement toute population. Et donc ça propose une approche qui est univoque entre finalement l'aléa au départ et le zonage à la fin, qui est traçable et qui peut se comparer d'un site et d'un aléa à l'autre. Donc, je vous ai mis ce petit graphique qui peut servir de base éventuellement. Donc, effectivement, comme limite de zone rouge, on peut très bien avoir, par exemple, un seuil de l'ordre de 3,310-4 en termes de décès annuels. Et si on considère une probabilité de décès de 10% conditionnellement à l'impact, ça nous amène à une période de retour de l'ordre de 300 ans. On peut ensuite définir une zone bleue sur la base d'incertitude, donc qui peut nous amener finalement à dire que la limite de zone rouge elle est sous-estimée. Donc ma proposition, ce serait d'aller dans ce sens-là, la définition de la zone bleue, en prenant en compte en quelque sorte justement à ce niveau-là des coefficients de sécurité. On peut imaginer une zone jaune, donc avec des restrictions légères ou finalement de la restriction temporaire sur la base d'un taux de risque individuel de 10-4, qui est le seuil usuel en termes de risque routier, et qui, toujours avec cette probabilité de décès de 10%, correspond à une période de retour de 1000 ans. Et au-delà, on passe sans restriction. Une dernière approche qu'on a essayé de développer récemment sur le zonage, c'est finalement d'exprimer les choses comme un problème d'optimisation, où finalement, on ferait un calcul de risque total qui intégrerait les dommages épargnés et les pertes dues à la restriction d'urbanisation. Donc ça, la différence, c'est qu'on passe d'une vision individuelle à une vision qui est plus proche de celle du décideur, qui est celle de la société entière, quoi, qui permet aussi d'intégrer facilement les ouvrages de protection. Donc c'est séduisant d'un point de vue conceptuel. Par contre, c'est une philosophie qui est complètement différente de celle du zonage actuel et qui n'est pas celle de la doctrine française telle qu'on la trouve actuellement dans les différents documents de référence. Tu peux passer. Donc, juste un petit zoom sur ce qui est des spécificités du risque rocheux. Ce que je vous ai dit avant, ça s'applique assez largement aux aléas gravitaires et même aux aléas un peu plus généralement.
Donc, dans le risque rocheux, on est bien dans la catégorie du récurrent, mais on a parfois de l'émergence, effectivement, notamment dans le cas du recul des glaciers et de la fonte du permafrost. On a des problèmes spécifiques liés au fait qu'on a un risque diffus avec une très faible emprise spatiale à l'échelle de l'événement. Et puis, j'ai regardé un peu dans le détail, on a ces 2 documents de référence, un guide de prévention mouvement de terrain et un guide pratique versant rocheux. Donc, ces 2 documents qui sont effectivement coédités par le ministère de l'écologie ou ses prédécesseurs. Le problème, c'est que finalement, aucun n'est spécifique et réellement complet pour les chutes de blocs. Ils ne sont pas vraiment concordants si on les regarde. Et d'après ce que j'ai compris, mais vous pourrez me contredire ou compléter, ils sont assez peu utilisés dans la pratique. Merci Margot. Si on regarde plus dans le détail, il n'y a effectivement pas de consensus total sur les variables qui caractérisent l'aléa, qui peut être donné en termes de période de retour pour différentes variables, en termes d'énergie cinétique, de volume, et du coup, même pas de consensus sur la matrice de passage pour finalement aller de la cartographie des aléas au zonage. Donc, par exemple, on en trouve 2, j'en ai vu 2, une qui était basée effectivement plus sur l'énergie cinétique, et une qui était plus basée sur des notions de fréquence et de volume de blocs. Et donc, effectivement, les chutes de blocs sont souvent noyées dans la carte des aléas au milieu d'autres aléas. Donc là, par exemple, c'est un extrait de la carte des aléas aux clés où on voit apparaître les chutes de blocs. Et donc, pour mémoire, pour les blocs comme pour le reste, mais ça, ce n'est pas spécifique, on n'a jamais de carte de risque explicite. Voilà, donc pour conclure, donc le zonage, c'est un concept à mon sens qui reste un peu mis à toutes les sauces, un peu flou, encore plus dans le domaine du risque rocheux. Il y a vraiment 3 étapes dans le zonage. La cartographie des aléas, la cartographie du risque et ensuite le découpage. Moi, je vous ai surtout parlé de cette étape de découpage. Et effectivement, pour cette étape de découpage, la notion de période de retour et de matrice de passage, elle est à manier avec des pincettes. Je pense qu'il y a une vraie nécessité de travailler également sur cette étape de découpage, avec un problème de compromis finalement entre l'innovation et la consistance mathématique de ce qu'on propose et le cadre législatif et réglementaire qu'il convient de garder en mémoire et qui fixe un cadre plus ou moins restrictif duquel, dans la pratique, il faut bien s'accommoder. Voilà, je vous remercie. Merci Nicolas. On va passer directement à la présentation de Franck. On prendra les questions à la fin de toutes les présentations. Vous pourrez les poser au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais continuer un petit peu cette présentation en me focalisant sur comment on peut quantifier l'aléa diffus à des fins de zonage de l'aléa. Pour ce qui est du contexte général, en fait, dans le cadre du risque de chute de bloc, le zonage de l'aléa est dans la plupart des cas réalisé à dire d'experts ou à l'aide de méthodes empiriques, des approches de type ligne d'énergie. Et lorsque les situations sont plus complexes ou problématiques, en fait, on va réaliser des analyses trajectographiques pour quantifier l'aléa de chute de bloc. Donc l'objectif de ma présentation, ça va être vraiment de voir comment on peut réaliser une quantification de l'aléa résultant à des fins de zonage. Voilà. Je vais partir comme le disait Nicolas, en fait, le zonage devrait être réalisé à partir de la notion de risque. Donc, c'est-à-dire, on devrait quantifier le risque et puis zoner à partir en réalisant des seuils du risque. Donc, le risque pour un enjeu individuel, ça va être la conjonction de son exposition, de sa valeur, et puis de termes qui sont plus liés à l'aléa. Tout d'abord, la fréquence de départ des blocs, qu'on appelle communément l'aléa de départ, et la probabilité d'atteinte de l'enjeu avec une énergie, sachant que le départ a eu lieu. Donc en fait, ça c'est plutôt l'aléa de propagation. On va aussi considérer les dommages en fonction de l'intensité. Si maintenant on s'intéresse à caractériser l'aléa diffus, on a 2 termes à cet aléa, la fréquence et l'intensité. La plupart des zonages sont réalisés en fonction de la fréquence de l'aléa. Cette fréquence,
cette fréquence de l'aléa, c'est la probabilité d'atteinte d'un point Z, si l'aléa veut être caractérisé au niveau d'un point Z. Et cette probabilité, c'est la conjonction d'une fréquence de départ, qui elle est fonction du volume des blocs, et d'une probabilité d'atteinte de l'enjeu, sachant que le départ a eu lieu, l'aléa de propagation. Pour réaliser le jaunage, on va classifier, on va réaliser une classification en fonction de valeurs seuil de cet aléa, de cette fréquence de l'aléa à Z. On peut également choisir de faire un croisement entre fréquence et intensité. Donc là, on va faire une classification par des tableaux à double entrée en général, entre une grandeur à Z et des indicateurs issus des indicateurs d'intensité caractérisés à partir d'une distribution d'un indicateur d'intensité. En général, c'est l'énergie cinétique des blocs. Donc on va faire une classification en fonction à partir de AZ et de P de I. Donc on a deux types d'approches, une approche fréquence ou une approche croisant fréquence et intensité. Dans tous les cas, il va falloir caractériser un aléa de départ et un aléa de propagation. Pour caractériser cet aléa de départ, il faut tout d'abord identifier des zones de départ potentielles. Donc pour identifier ces zones de départ potentielles, dans la plupart des cas, on réalise d'abord des travaux au bureau, où on va identifier les zones de falaise sur un MNT à l'aide d'analyse SIG, d'analyse des cartes topo, des cartes géol et des photos aériennes. Et une fois que ces zones de départ potentielles sont identifiées sur site, il va falloir avoir la confirmation sur site que ces zones de départ sont des zones de départ réelles. Donc là, on n'a pas caractérisé l'aléa de départ, mais seulement la susceptibilité. On a juste localisé des points de départ potentiels. Pour quantifier l'aléa de départ, il va falloir caractériser quelle est la fréquence, quelle est la probabilité de départ de différents volumes depuis ces zones de départ potentiel. Donc pour caractériser ces relations fréquence-volume, on a à disposition des bases de données événementielles. En complément, des enquêtes sur site peuvent être réalisées. Et ce qui est intéressant, c'est l'outil de relevé de blocs sur site. Le souci de cet outil de relevé de blocs et de la réalisation d'une liste de blocs déposés, c'est l'estimation du volume qui est très difficile et qui est entachée d'une erreur assez importante, et la définition d'une période de référence, c'est-à-dire que quand on fait un relevé de blocs, sur quelle période ces blocs sont tombés. Mais une fois qu'on a cette liste d'événements et défini cette durée de référence, on peut construire une relation fréquence-volume, c'est-à-dire construire une loi qui nous permettra de caractériser quelle est la probabilité de départ en fonction des volumes. On peut faire ça de façon relativement complexe, mais on peut également seulement dire sur mon site, j'ai des blocs de 2 mètres cubes et de 10 mètres cubes qui vont partir. Il y en a un qui va partir en moyenne tous les 10 ans, donc sa probabilité de départ va être de 0,1, et l'autre une fois tous les 100 ans, donc sa probabilité de départ va être de 0,01 par an. Pour ce qui est de l'aléa de propagation, ce qui est majoritairement utilisé, c'est les méthodes empiriques, type dire d'expert ou ligne d'énergie. Avec ces méthodes, on ne peut pas réaliser d'évaluation quantitative de l'aléa de propagation. L'évaluation quantitative nécessite l'utilisation de modèles trajectographiques, dit méthode process. Ces modèles vont nous permettre de caractériser la probabilité de propagation, donc c'est-à-dire la probabilité d'atteinte de l'enjeu, sachant qu'il y a eu départ, qui est fonction du volume. Et aussi, on va pouvoir avoir des distributions d'indicateurs d'intensité, globalement et généralement des distributions d'énergie cinétique en tout point du site, et donc on va pouvoir définir des seuils de fréquence d'intensité. Donc c'est grâce à ces outils qu'on va pouvoir réaliser une évaluation quantitative. Il existe deux types de modèles trajectographiques, donc des modèles points matériels, pour lequel le bloc va être assimilé à un point matériel, et dès que ce point va entrer en contact avec le sol, on va appliquer une loi de rebond, qui est une loi physique très simple,
puis des modèles plus complexes qui vont prendre en compte la forme de façon détaillée et qui vont donc on va identifier réellement le contact entre la forme et la surface. On va appliquer des modèles de contact au point de contact en fonction de la cinématique au point de contact et des propriétés du sol. Donc les premiers modèles, les points matériels, sont des modèles qui sont largement utilisés, qui sont très simples, peut-être trop, dans lesquels on rajoute des contributions empiriques qui ne sont pas que physiques dans la fonction f de VIN. Ces modèles tournent de façon très très rapide. Pour les autres modèles, c'est des modèles qui sont plus récents, la mécanique est plus complexe, ils intègrent plus de physique, néanmoins ils sont plus lents en termes de calcul. On a aussi des modèles trajectographiques 2D, qui sont les modèles historiques, où les blocs vont se propager le long de profil, avec des modèles de rebond 2D. On a des modèles, ensuite sont apparus des modèles type 2D,5, où le bloc va se propager le long de modèles numériques de terrain. Cependant, l'interaction entre le bloc et le sol va se faire à l'aide de modèles de rebond 2D, auxquels on rajoute des règles de déviation. Donc ce n'est pas des réels modèles 3D, ce sont des modèles de rebond 2D plus règles de déviation. En général, ces modèles sont tout le temps des modèles de type point matériel. Les derniers types de modèles sont les modèles 3D, où on va réellement générer un bloc de forme donnée et le propager sur un modèle numérique de terrain en 3D. Ce sont des modèles de type prise en compte de la forme. Un aspect important concernant les modèles trajectographiques, ce sont leurs calibrations. Alors pour réaliser la calibration d'un modèle trajectographique, soit on a un nombre important de blocs sur un site donné, donc on va pouvoir réaliser une calibration qui est exhaustive, mais pour un type de terrain donné, ce qui fait qu'au final, comme en pratique on n'a pas assez de terrains différents, la calibration n'est pas exhaustive sur les différents types de terrains. Ou alors on va réaliser des calibrations sur plusieurs sites avec peu d'événements. Ce type de calibration peut être considéré comme un petit peu moins pertinente en fait, parce que c'est difficile de faire une calibration de modèles qui sont statistiques avec peu d'événements. Néanmoins, dans tous les cas, je pense qu'il est très important de présenter la calibration d'un modèle sur un site de façon à caractériser les incertitudes associées à la caractérisation de l'aléa de propagation. Un autre point important, c'est la robustesse du modèle. La robustesse, c'est est-ce que des faibles variations des paramètres d'entrée induisent des grandes ou des faibles variations des paramètres de sortie. Et donc, en fait, il faut essayer d'évaluer cette robustesse du modèle, c'est une robustesse associée à la fois au modèle et à la fois au site d'étude. Donc, selon moi, les modèles les plus robustes sont ceux qui intègrent un maximum de physique avec un minimum de paramètres. Malheureusement, on ne peut pas toujours utiliser ce qu'on veut. Et robustesse et calibration conditionnent les incertitudes sur l'aléa de propagation. Un exemple très rapide sur la commune de Crolles. Donc, sur la commune de Crolles, on a caractérisé des zones de départ potentielles. Puis, une fois sur site, on a réalisé sur un transect un relevé de blocs, de 29 blocs sur un siècle. Ce relevé de blocs nous a permis de quantifier l'aléa de départ. Donc là, l'aléa de départ a été caractérisé à l'échelle de la commune. Et à partir de cet aléa de départ, nous avons discrétisé cette loi fréquence-volume en différentes classes de volume pour lesquelles les probabilités sont associées. Et pour chacune de ces classes de volume, des propagations à l'aide de modèles trajectographiques ont été réalisées. Et la combinaison de ces propagations pour les différentes classes de volume, pondérée par la probabilité de départ de chacune des classes de volume, permet de caractériser l'aléa résultant sur site. Donc, permet de caractériser à la fois la fréquence et l'intensité de l'aléa. Donc, c'est sur la base de ces résultats qu'on va pouvoir, dans un second temps, réaliser un zonage de l'aléa. Je vais passer directement à la conclusion. Je pense que je suis trop long. Donc, concernant cette présentation, j'ai essayé de montrer comment on pouvait quantifier l'aléa résultant de chute de bloc à des fins de zonage, à la fois aléa de départ et aléa de propagation. Ce qui est important, c'est la nécessité de caractériser les incertitudes associées à la fois à l'aléa de départ et à la fois à l'aléa de propagation. Une piste pour l'aléa de propagation, c'est certainement d'utiliser plusieurs modèles trajectographiques. Et ce dont je n'ai pas du tout parlé dans cette présentation, c'est le choix
de seuil en termes de fréquence et intensité qui vraiment est crucial et pour lequel il n'y a pas de consensus et qui est une question difficile. Et le dernier point, c'est comment établir la cohérence entre des études 2D et 3D, point que je n'ai pas abordé dans cette présentation. Merci de votre attention. Merci Franck. On va passer à la présentation de Camille sur une méthode de zonage opérationnel, enfin de caractérisation d'aléas, pardon. Voilà, donc moi je vais vous présenter une méthodologie qu'on a inventée à Géolith pour déterminer l'aléa résultant sur des enjeux spécifiques. Donc on quitte le zonage pour aller vers la détermination de l'aléa voilà, sur un enjeu spécifique. Donc dans quel cadre intervient Géolith? C'est des appels d'offres publics, privés, en grande partie pour des conseils départementaux ou pour des régions, pour tout ce qui est problématique de route, mais pas uniquement, également pour des mairies, voilà, SNCF, EDF. Nos contraintes d'études sont des délais relativement courts, c'est-à-dire qu'entre la commande et le rendu d'une étude, c'est de l'ordre de quelques mois. Et donc des problématiques concrètes, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage vient nous chercher parce qu'ils ont des problèmes récurrents de chute de blocs sur leur enjeu. Donc rapidement, puisque ça a déjà été dit, l'aléa résultant est défini comme la probabilité annuelle d'atteinte d'un enjeu par un événement. Il est déterminé en croisant l'aléa de départ, c'est-à-dire la probabilité annuelle qu'un événement se déclenche à l'échelle d'une zone de départ, avec la probabilité de propagation jusqu'à l'enjeu. Voilà, et une fois la probabilité définie, on peut en déduire la période de retour d'un événement. Quand on parle d'un aléa diffus, évidemment, pas d'un aléa ponctuel. En quoi notre méthodo, elle est un peu innovante et en rupture par rapport à ce qui se fait jusque-là. Je vous présente simplement là, je ne sais pas si vous avez regardé la présentation qu'avait fait Didier Hans il y a 2 mois, déjà dans le cadre de ses webinaires et risques, sur l'état de l'art de la caractérisation de l'aléa éboulement. Mais il avait présenté ces 2 tableaux à gauche. Donc en haut, c'est la méthode MESAP, où l'activité représente en fait l'aléa résultant avec donc l'indice d'activité qui est l'aléa de départ et la probabilité de propagation. Et en dessous, c'est une compilation qu'avait proposé Didier sur des différentes méthodes qui existent un petit peu dans la presse. Donc on voit que pour ces 2 méthodes, l'aléa très fort, il est pour une probabilité de 10-3, une probabilité d'atteinte annuelle de l'enjeu de 10-3 pour MESAP et de 10-2 pour le tableau de compilation, là, ce qui équivaut à des périodes de retour de 0 à 1000 ans, 0 à 100 ans, et on s'échelonne comme ça jusqu'à des périodes de retour de l'ordre du million d'années. Dans nos études à nous, pour les maîtres d'ouvrage qui nous passent commande, ces échelles de temps, ils sont difficilement appréhendables. On quitte un peu l'échelle humaine, entre guillemets, de l'enjeu pour aller vers des échelles beaucoup plus longues. Et ça entraîne un peu des incompréhensions de la part des maîtres d'ouvrage quand on parle d'aléas et si en face on parle de périodes de retour de l'ordre de plusieurs siècles, voire milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. C'est compliqué pour un maître d'ouvrage d'appréhender. L'autre problème que ça pose, c'est que en face, on propose de sécuriser avec des ouvrages qui ont des durées de vie de l'ordre de quelques décennies. Voilà, un écran de filet, il va être efficace. Enfin, s'il est bien entretenu, sa durée de vie, c'est de l'ordre de 25-30 ans. Et voilà. Donc, en utilisant ces méthodes, on arrive à être systématiquement très élevé. Et donc, ça n'aide pas le maître d'ouvrage à pouvoir faire des choix de sécurisation. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire évoluer, nous, la méthodologie pour être plus en adéquation avec les attentes des maîtres d'ouvrage. Donc, voilà ce à quoi on est arrivé. Donc, j'attire votre attention sur les échelles des abscisses ordonnées qui sont logarithmiques. Et donc, nous, on se place à l'échelle du siècle. On considère que si la période de retour elle est au-delà du centennal, on est très faible, qu'on est très élevé si on a une période de retour annuelle, qu'on est élevé si on a une période de retour annuelle à quinquennale,
moyen si on a une période de retour entre quinquennale à vingtennale, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment on arrive à cette détermination de l'aléa résultant? Je vous propose de suivre un cas concret, voilà, pour voilà, que ce soit plus compréhensible, plus facile à suivre. Donc, je prends un cas concret qui nous a été confié par le département de la Drôme, dans le Diois, à Glandage, pour la sécurisation d'une route. Voilà. Donc, c'est ce linéaire de route qui doit être sécurisé dans le cadre d'une opération de réfection de ce pont. Donc, voilà la zone d'étude qu'on devait utiliser. La première étape pour nous, quand on est dans une étude comme ça, c'est la sectorisation. Donc là, on a fait 3 secteurs. Un secteur en rive gauche à l'aplomb du pont, un secteur en rive droite très raide, et un 3e secteur un peu plus général avec des zones de départ très concentrées en partie haute et une grande zone de propagation jusqu'à l'enjeu. Bon, par la suite, je vais développer uniquement le secteur 3 parce que sur les secteurs 1 et 2, il y a des spécificités qui complexifient un petit peu la démarche. Quand on étudie un site comme ça, la première étape, alors, il y a les étapes de préparation au bureau, mais quand on arrive sur le terrain, c'est de faire le recensement des instabilités. Le recensement des instabilités, ça veut dire qu'on parcourt le versant de chaque secteur et chaque compartiment en place que l'on observe, on le caractérise par sa localisation, par son volume initial, c'est-à-dire le volume global du compartiment. Le volume résiduel, c'est l'estimation du plus gros volume en fin de propagation, après fragmentation, et par son niveau d'aléa d'écroulement. Un niveau d'aléa d'écroulement, je crois qu'à Geolite, on est un peu les seuls à utiliser cette notion-là, mais en gros, ça correspond à un aléa de départ individuel du compartiment. Mais on fait la distinction entre l'aléa de départ individuel, qu'on appelle aléa d'écroulement, et de l'aléa de départ qui est à l'échelle de toute la zone d'étude. Voilà. Alors, comment on définit notre A? Alors déjà, chaque classe d'instabilité, chaque instabilité est rangée par classe. Pierre, c'est de l'ordre de quelques décimètres cubes. Bloc, entre quelques décimètres cubes et quelques mètres cubes, et ainsi de suite. On a pierre, bloc, masse, grande masse, très grande masse. C'est quelque chose de relativement courant dans les bureaux d'études de ranger les instabilités par classe d'instabilité. Voilà. Et pour l'aléa d'écroulement, on définit l'aléa d'écroulement comme sur le petit graphique ci-dessous, c'est-à-dire que pour un aléa d'écroulement très élevé, on estime que le compartiment a 75% de chance, une probabilité de 75% de se produire dans les 1 an. Mais ce n'est pas certain que ça se produise dans ce délai-là. Il y a aussi 20% que ça se produise plutôt dans les 5 ans et 4% que ça se produise dans les 20 ans. Et voilà. Par contre, on estime que c'est impossible que ça se produise au-delà de 100 ans. Il va forcément tomber avant. Et donc, ainsi de suite, on déroule. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, pour chaque compartiment, en fonction d'indices d'instabilité, la fracturation, la géométrie du bloc, la géologie, les venues d'eau, on estime dans quel diagramme on placerait le compartiment. Donc voilà, très élevé, élevé, moyen, faible ou très faible. Ensuite, donc, voilà le type de rendu que l'on fait. On localise sur des vues générales nos compartiments. Et sur le petit tableau en bas à droite, voilà, on peut observer qu'on a rangé les compartiments par classe d'instabilité, en bloc, masse, grande masse, très grande masse, les numéros de compartiments que l'on voit là, le volume initial, le volume résiduel et l'aléa d'écroulement. Sur cette base-là, on peut calculer, estimer, donc on va se concentrer uniquement sur la troisième ligne du tableau qui correspond au secteur 3, calculer l'aléa de départ. Alors, comment on fait? C'est-à-dire qu'on a nos nombres, les compartiments qu'on a relevés sur le terrain, qui correspond à la première colonne, toujours rangés en pierre, bloc, masse, grande masse. Donc, on a relevé 0 pierre, parce que relever des pierres à l'échelle d'un versant de cette taille-là, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, pour les pierres, on part plutôt sur une estimation du nombre réel de compartiments. On a voilà. Et donc là, on a les compartiments qu'on a effectivement relevés, qu'on a sortis d'une incertitude du diagnostic, parce que
le terrain étant ce qu'il est, c'est pas facile de pouvoir aller partout. Il y a des problèmes de végétation, il y a des problèmes d'accès, de sécurité d'accès. Même si on accède sur corde, il y a des fois on peut pas trop s'exposer, et ainsi de suite. Et donc, on a sorti nos reconnaissances d'une incertitude. Et donc là, on a le nombre total. On voit que plus les classes d'instabilité sont importantes, moins on a d'incertitude. Ce n'est pas facile de passer à côté d'un compartiment de plus de 100 mètres cubes. A priori, on estime qu'on est exhaustif sur les compartiments de gros volume. Ensuite, pour chaque classe d'instabilité, on va estimer le pourcentage d'instabilité qui ont un aléa d'écroulement très élevé, élevé, moyen, faible, très faible. Et ça nous permet de calculer une probabilité de départ annuelle. Donc, c'est la probabilité qui est au moins une pierre qui s'éboule à l'échelle de toute la zone de départ. Bah là, elle est de 1. On estime qu'il y a à minima, et il y en a probablement énormément plus, de pierres qui s'éboulent chaque année. Pour les blocs, on est à 0,93. Ça sous-entend qu'on a globalement au moins un bloc qui part chaque année. Pour les masses, on est à 58%, ce qui équivaut à dire qu'on a à peu près une masse tous les 2 ans qui s'éboule, et ainsi de suite. Et donc ça nous permet d'estimer l'aléa de départ, qui est donc un aléa diffus pour chaque classe d'instabilité. Une fois que ce travail-là est fait, on étudie la propagation pour regarder la probabilité d'atteinte. Alors là, on n'avait pas de données, de modèle numérique de terrain, donc on a fait de la 2D. Je ne vais pas forcément revenir sur la propagation parce que Franck a déjà bien développé cet aspect-là. Voilà. Donc là, sur ce site-là, juste pour les pierres et les petits blocs, la propagation est estimée de manière experte parce que en fait, on a un versant avec beaucoup d'irrégularité, de rugosité et le modèle trajecto n'aurait pas donné des éléments satisfaisants. Donc, c'est estimé de manière experte. Et pour les masses, grandes masses et très grandes masses, c'est les modèles trajecto qui nous les donnent. Là, on est parti sur les mêmes hypothèses de départ. C'est pour ça qu'on a les mêmes résultats, parce qu'en gros, on est sur un massif rocheux qui est très fracturé et qui, du coup, quel que soit le volume au départ, les volumes résiduels, qui sont ceux qu'on simule dans les simulations, étaient assez semblables. Voilà, dans les boulis, on voyait toujours des volumes à peu près équivalents pour les plus gros compartiments et jamais des volumes très importants. Et donc voilà la finalité de notre étude qui permet d'aboutir à l'aléa résultant. Donc toujours pour la 3e ligne, on a l'aléa de départ dont je vous ai montré comment on le calculait, la probabilité de propagation qui nous permet de calculer l'aléa résultant par classe d'instabilité. Et ensuite, un aléa résultant global qui est la probabilité qui est au moins un de toutes ces classes d'instabilité qui atteignent l'enjeu. Voilà. Donc, on voit que même si pour les pierres, on avait un aléa de départ très élevé, pour autant, on a un aléa résultant très faible. Donc, on voit qu'on a une probabilité de 0,03 qui correspond à une atteinte de la route par une pierre pour des zones de départ hautes dans le versant qui est pluricentenale. Pour les blocs, on arrive à une période de retour de l'ordre de 50 ans et ainsi de suite. Donc voilà un peu la méthodologie qu'on utilise. En quoi elle est intéressante pour nous? Alors déjà, elle est intéressante parce que quand on a un historique d'un site par le maître d'ouvrage, ça nous permet de valider un peu ce qu'on a. Si on a le maître d'ouvrage qui nous dit moi j'ai un bloc qui arrive sur la route tous les 5 ans, on a une période de retour et ça nous permet de voir si on est dans le même ordre de grandeur entre ce que le maître d'ouvrage observe et ce que nous on a calculé. Ensuite, c'est un peu ce que je mettais un peu par la suite là, les avantages de cette méthodologie, c'est que donc elle permet de raisonner avec des périodes de retour qui sont cohérentes avec les délais du maître d'ouvrage, notamment en termes de durée de vie de l'ouvrage de sécurisation. Quand on a un ouvrage qui a une durée de vie de 30 ans, c'est intéressant de se poser la question avec des phénomènes qui sont susceptibles de survenir dans ces 30 ans. Elle permet d'estimer le nombre de sollicitations de l'ouvrage. Ça, c'est très important pour les maîtres d'ouvrage parce que
quand ils construisent un ouvrage, ils savent pertinemment qu'il va y avoir de la maintenance, de la réparation sur ces ouvrages à chaque fois qu'il y a des impacts. Et quand ils vont choisir le type d'ouvrage qu'ils vont mettre en œuvre, pouvoir estimer à l'avance quel budget il va falloir mettre en face pour la maintenance de ces ouvrages, c'est quelque chose qui est primordial pour les maîtres d'ouvrage. Donc avec cette méthodologie, on arrive à être un petit peu plus fin, on va dire, sur les problématiques de maintenance. Elle permet de questionner la pertinence de certains modes de sécurisation. Typiquement, si on a des sites très actifs dont on arrive à montrer qu'ils sont très actifs et que potentiellement l'ouvrage risque d'être détruit potentiellement tous les 2 ans, est-ce que c'est pertinent de mettre ce type d'ouvrage-là ou est-ce qu'il ne faut pas partir sur des solutions plus lourdes? Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, des opérations de maintenance sur les ouvrages un peu plus fines. Voilà. En conclusion, ce que je peux dire, ça fait un peu plus d'1 an qu'on utilise cette méthode. On a des retours d'expérience qui sont assez positifs déjà pour nous, parce qu'en s'appuyant sur cette méthodologie, on arrive à mieux faire accepter les choix aux maîtres d'ouvrage, on arrive à plus les impliquer dans les choix de sécurisation à faire et d'avoir des arguments pour aller vers telle ou telle solution de travaux. Et les retours qu'on en a du maître d'ouvrage est également assez positif. Voilà pour ma présentation. Si vous souhaitez échanger, si on n'a pas le temps pendant les questions, il y a mon adresse mail qui est à disposition pour échanger sur le sujet. Merci beaucoup, Camille. Je me permets juste de préciser un point. Tu as parlé de l'état de l'art qui a été fait dans le cadre de CEDEROP sur la caractérisation de l'aléa rocheux. Donc, c'est une présentation et un ouvrage qui est disponible en téléchargement que vous pouvez trouver sur le site de CEDEROP, du projet national CEDEROP. Voilà. Alors, on a quelques questions qui ont déjà été répondues par écrit par Nicolas et Franck. On en a encore une d'ouverte que je vais lire. Vous n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et à lever la main aussi pour que je puisse vous donner la parole. Alors, donc, une question de Jean-Pierre Rossetti qui demande quels éléments permettent de considérer que le zonage PPRN est normalement basé sur un niveau de risque individuel pour une personne dans un bâtiment. Je ne sais pas à qui s'adresse cette question, peut-être Nicolas ou Camille. Alors, je permets de parler à Jean-Pierre. Allez-y. Ouais, je pense que c'est pour moi, ça. Ouais. Il y a Jean-Pierre qui a levé la main, pardon. Comme ça, il pourra préciser sa question. Oui, en effet, la question elle s'adressait essentiellement à Nicolas qui a fait référence à cette notion dans son exposé. Et ça me semble pas évident, cette notion. C'est pour ça que là, j'aimerais avoir des précisions. Si on va voir ce qui se fait à la fois ce que dit le texte législatif de la loi Barnier au départ, et puis après surtout le gros bouquin qui explicite un peu la chose, qui explique ce que c'est que la doctrine sur le PPRN. Qui doit dater le bouquin en question. Je vais te retrouver la référence exacte. Elle date de 96, je crois. C'est quand même assez clair, quoi. Et c'est quelque chose qui est internationalement, globalement, assez bien accepté sur la notion de zonage réglementaire pour les risques dits aux aléas naturels, quoi. Je pense que c'est très clair qu'on ne va pas zoner pour quelqu'un qui est debout à côté de sa maison, quoi. Ah oui, ça c'est très clair, en effet. Donc voilà. Et donc c'est très clair néanmoins que si on fait des renforcements pour les bâtiments dans certaines zones, c'est pour que quelque part la viabilité des habitants soit garantie. Parce que finalement, les taux de survie des personnes soient garantis par les éventuelles mesures constructives qui sont prises, quoi. Mais je suis d'accord et ça rejoint un certain nombre de questions qui ont été faites, qui ont été posées, auxquelles j'ai répondu.
Globalement, les recommandations et même la législation elle-même restent assez peu directives et assez peu explicites, quoi. Donc, des fois, il faut lire un petit peu entre les lignes. Et il y a un flou, je pense, plus ou moins volontairement laissé qui laisse de la place à l'interprétation. D'accord, merci Nicolas. On va prendre une autre question de Philippe Philippe Roby qui s'adresse à Camille. Avez-vous une étape de caractérisation du potentiel de fracturation des masses, grandes masses lors de leur propagation? Et comment gérez-vous cette fracturation vis-à-vis de la trajectoire? Alors, Franck a déjà apporté un bout de réponse et Philippe souhaite aussi avoir le point de vue de Camille. Alors, c'est ce que je disais par rapport au volume résiduel, c'est-à-dire que nous, on a le volume de départ qui est mesuré sur site, on va dire, hein, hauteur, largeur, épaisseur, voilà, et le volume résiduel qui est estimé en fonction des observations géologiques du compartiment et puis de la propagation que le compartiment va faire. Et donc ça, c'est estimé de manière experte, qui est le plus gros, le volume résiduel étant le plus gros élément après fragmentation lors de la propagation. Et donc, d'un point de vue trajecto, on ne fait tourner que les volumes résiduels et pas les volumes de départ. Et on considère que c'est un peu pessimiste de faire comme ça, dans la mesure où l'énergie qui se dissipe par fragmentation du compartiment est de ce fait négligée. Voilà. D'accord, merci. Une autre question de Didier Hans qui demande si la fréquence de départ dont tu parlais, Camille, est par kilomètre de route. Alors, c'est pas par kilomètre de route la fréquence de départ, mais bon, il y a des étapes que j'ai pas abordées là dans la méthodologie parce que dans le temps imparti ça ne rentrait pas. Mais en gros, on ramène à un linéaire de référence qui permet effectivement de pouvoir comparer entre eux les différents secteurs d'une même zone d'étude. On ramène nos probabilités à un linéaire de référence. Alors, ce n'est pas le kilomètre de route, mais voilà, la fréquence de départ, elle est effectivement ramenée à un linéaire de référence. D'accord, merci. On a eu d'autres questions hein, notamment sur la méthodologie MESAP que vous pouvez lire sur les QR dans les questions résolues. Et un commentaire de Karine Pesser qui disait que justement, un groupe de travail prévoit une sortie de la version 2 MESAP prochainement. Voilà. J'ai pas d'autres questions. S'il n'y a personne qui souhaite poser d'autres questions, ben on va s'arrêter là. Sauf si Camille, Nicolas ou Franck, vous voulez ajouter quelque chose. Mais sinon... Hop. Alors, donc, on va s'arrêter là. Du coup, juste... Ah, pardon, je dis ça. Et on prend encore les mains levées pour... Hop, donc je donne la parole à Didier Hans. Didier, il faut que tu allumes ton micro, sinon ça ne fonctionnera pas. Bon, sinon je vais donner la parole à... Non, Didier, bon, tant pis. Est-ce que vous m'entendez? Ah si, c'est bon. Si vous m'entendez. J'avais une question à Franck. Franck, tu as dit qu'on ne pouvait pas faire d'évaluation quantitative avec la méthode de la ligne d'énergie, mais c'est quand même ce qui est proposé par le projet Roxialp, là, qui propose quand même une méthodologie où on arrive à faire du quantitatif et même de l'approche probabiliste à partir de la ligne d'énergie. C'est ce qui a été présenté plusieurs fois qui a été présenté plusieurs fois dans des comptes rendus de Roxialp. Oui, effectivement. Je voulais dire de la ligne d'énergie de base, c'est-à-dire où on va juste
on va juste propager un cône d'un angle donné défini à dire d'expert. Et puis, je trouve qu'on présente souvent la ligne d'énergie un petit peu avec dédain en disant que c'est une méthode empirique, alors que la trajectographie, c'est une méthode noble. Mais dans les deux cas, il y a quand même de l'empirisme, hein, à travers la nécessité d'une calibration. Donc, je considère que les deux sont pratiquement aussi empiriques l'une que l'autre, non? Oui, effectivement. Mais en fait, dans les deux cas, il faut qu'elle soit calibrée. Dans les deux cas, il faut qu'elle soit calibrée. Et je ne présente pas ça avec dédain et je ne considère pas la trajecto comme une méthode noble. D'accord. Pas spécifiquement. Okay. Mais c'est très très empirique, c'est ce que je disais. La trajecto point matériel, la physique est tellement simple qu'on peut considérer que c'est un modèle empirique quasiment. Oui, et puis la ligne d'énergie, il y a quand même de la physique derrière. Il y a quand même une approche énergétique. Ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, mais parce que la physique est tellement simple là aussi que. Ouais, elle est très simple, d'accord. Ouais. Elle est très simple. Mais oui, la trajectoire point matériel, selon moi, c'est aussi un modèle qu'on peut considérer comme empirique. T'as raison. Merci. Merci. On prend une dernière question de Jean-Pierre Rossetti. Oui, je voulais simplement apporter un petit commentaire sur une réponse qu'a fait Nicolas Eckert par écrit sur la diffusion de la note MESAP. En fait, cette note, elle a déjà été diffusée de manière, par le ministère de manière plus ou moins officielle dans différentes DDT. Et la méthode, elle est inclue dans les cahiers des charges pour l'élaboration des PPRN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bureaux d'études sont censés mettre en œuvre cette méthodologie avec des nuances et des variantes selon les départements, selon les directions départementales des territoires qui l'ont mise un peu à leur sauce en l'intégrant de manière plus ou moins complète et plus ou moins précise dans les CCTP, mais elle est prise en compte dans les CCTP. Donc, elle est de fait opérationnelle, bien qu'on n'ait pas vraiment d'éléments pour cadrer sa pratique. Donc, c'est un petit peu là encore, effectivement, comme le soulignait Nicolas à plusieurs reprises, il y a une assez grande latitude dans les modalités de mise en œuvre. Ok, très bien. Et si je peux répondre ou commenter, si c'est le cas, j'ignorais que c'était à ce point encouragé dans la pratique et diffusé. Si c'est le cas, effectivement, il est très curieux que la note, en tout cas sa dernière version, ne figure pas au même titre que l'ensemble des guides méthodologiques PPR sur le site de diffusion du ministère, quoi. Qui est normalement censé finalement donner l'état de l'art des guides méthodologiques pour ce qui est la constitution des PPR. J'ai Karine Tesser qui lève la main, je pense que c'est pour participer à cette discussion, donc je la mets dans la boucle. Oui, bonjour. Effectivement, pour préciser cette question-là sur la disponibilité ou pas de la note MESAP, en fait, suite au constat qui avait été fait en partie l'an dernier au moment d'un séminaire que le PARN avait organisé sur le sujet, comme quoi il y avait encore des gros soucis sur la mise en œuvre de la première note MESAP qui apparaissait dans les CCTP d'un certain nombre de DDT. Il y a un gros travail de reprise de la note qui a été fait par le groupe de travail dont fait partie INRAE, le BRGM, le RTM. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, la deuxième version de la note est partie en relecture. J'ai vu passer un commentaire de Pierre Azémar du CEREMA qui dit qu'effectivement, il vient de la recevoir. Et donc, Nicolas, c'est normal qu'elle ne soit pas encore sur le site du ministère parce qu'elle n'est pas encore tout à fait finalisée et donc le ministère n'a pas les moyens de la mettre officiellement à disposition. N'empêche qu'en pratique, elle tourne déjà. Donc, il y a effectivement une espèce de dichotomie là, dans le temps de diffusion de cet outil-là, mais il tourne déjà et les bureaux d'études sont déjà incités à travailler sur cette base-là. Donc, voilà, l'officialisation est en cours. Normalement, sur 2021, on peut espérer que ce sera fait.
Karine, si je peux me permettre, je te rappelle quand même que la note MESAP version 1, de mémoire, elle est datée de janvier 2014. Exactement. Elle n'a jamais été, effectivement, comme le soulignait Nicolas, mise en ligne sur un site officiel quelconque. Par contre, effectivement, on nous demande de la mettre en œuvre. Ah ouais, non, mais il y a un gros souci là au niveau de l'officialisation, c'est évident. Oui, alors je vais compléter avec le commentaire de Pierre Azmar qui dit justement que cette note n'a jamais été officiellement diffusée, mais qu'elle a été transmise au DDT. Voilà. Bon, merci à tous. On va s'arrêter là. Il est l'heure et vous commencez à partir. Donc merci Nicolas, Franck et Camille pour les présentations très claires. Pour les prochains rendez-vous e-risque, nous avons 2 webinaires de programmés, donc le 2 décembre et le 7 décembre, sur les glissements de terrain et les bases des méthodes classiques de modélisation numérique appliquées au risque naturel. Et on se retrouvera aussi le 11 décembre pour des ateliers prospectifs sur le manteau neigeux à l'heure du changement climatique en collaboration avec le PARM. Vous pourrez retrouver toutes nos informations sur Twitter et LinkedIn. Voilà, merci beaucoup. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à me les envoyer. Je transmettrai aux intervenants. On vous fera une petite note par la suite. Merci. Merci à tous.